à la barre du tribunal correctionnel, 27 prévenus, dont Marine Le Pen, seront jugés pour détournement de fonds publics et complicité de détournement de fonds publics. Oui. Concrètement, Marine Le Pen et ses cadres sont accusés d'avoir organisé entre 2004 et 2016 un système de financement de son parti, de leur parti, grâce à l'argent de l'Union européenne. Il faut bien avoir en tête qu'à l'époque, les finances du FM étaient exsangues. Et donc, l'argent fourni par Bruxelles a permis d'embaucher des collaborateurs qui travaillaient pour le FN, mais sur les activités du parti et non pas les activités du Parlement. Or, l'Union européenne considère que les crédits qu'elle verse aux eurodéputés doivent exclusivement servir à financer le travail au Parlement européen et non le travail lié à la vie politique nationale. Et c'est ce point-là que le RN aujourd'hui conteste, car il considère que cela relève de la liberté parlementaire. Marine Le Pen veut transformer ce procès en procès de la liberté parlementaire. Et donc, qu'en fait, en faisant ce procès, l'Union européenne, en quelque sorte, entrave cette liberté parlementaire. Ce procès qui est une histoire qui date d'il y a 10 ans presque, ça a été ouvert en 2015, tombe à un moment où il va nous permettre de refermer finalement ce chapitre qui depuis 10 ans pollue notre actualité politique régulièrement. Martin Schulz, qui était le président socialiste du Parlement européen, a entamé des procédures considérant que nos collaborateurs, qui étaient aussi des militants politiques assumés, puisqu'ils figuraient dans des organigrammes public, il n'y a rien de caché à tout ça, n'était pas dans la ligne de ce qu'il imaginait devoir être pour un collaborateur du Parlement européen. Eh bien nous le contestons. Nous considérons que ce ne sont pas les employés du Parlement européen, ce ne sont pas des employés du Parlement européen, ce sont des employés, les collaborateurs des députés européens, ce sont aussi des militants politiques. Ils font de la politique et ils en font contre, non pas l'institution en tant que telle, mais contre la logique politique qui l'anime. Pour vous, Monsieur Chenu, quelqu'un qui est payé à travers un parlementaire européen n'est pas uniquement dédié à travailler pour ce parlementaire dans ses fonctions européennes. Il peut aussi travailler au Rassemblement national. Il travaille pour des idées politiques. Il travaille pour un député européen. C'est pas un fonctionnaire neutre. Il travaille pour un député européen qui porte des idées politiques, en l'occurrence une contestation de l'organisation de cette Union européenne, de l'organisation des politiques qu'elle mène. Et à partir de là, il fait vivre ses idées politiques. Je note, et je pense que c'est important de le dire pour que les téléspectateurs soient informés, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Nous avons été plusieurs fois dans notre vie politique en difficulté, et à chaque fois, nous n'avons plus finalement compté que sur nos adhérents. On avait fait un emprunt auprès de nos adhérents. On n'a pas attendu le Parlement européen pour quoi que ce soit. On n'a pas sollicité le Parlement européen pour quoi que ce soit. Et on n'a pas espéré du Parlement européen quoi que ce soit. Ce sont nos adhérents et nos électeurs aussi, avec le financement public, qui nous ont permis à chaque fois de nous sortir de nos difficultés financières. Oui, nous sommes un parti historiquement pauvre, un parti hors système, un parti qui a combattu le système, et on nous le fait payer très cher. Marine Le Pen et une vingtaine de personnalités du Rassemblement national convoquées aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris, poursuivies pour détournement, recel ou complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires. On parle d'un préjudice estimé à près de 7 millions d'euros. Le procès doit durer 2 mois. Finalement, le RN est un parti comme les autres. Le RN est un parti comme les autres, je vous le confirme, mais ce procès sera un moment de vérité aussi, un moment où nous pourrons défendre la liberté des parlementaires, parce que de quoi parle-t-on ? On parle d'un Parlement européen qui, probablement pour des raisons politiques, a poursuivi le Rassemblement national parce qu'ils ont un rôle, des collaborateurs parlementaires, qui pourraient se définir comme des fonctionnaires du Parlement. Pour nous, un collaborateur parlementaire, c'est quelqu'un qui fait de la politique auprès de son député, mais qui peut avoir un engagement militant au sein du parti, au sein de sa fédération départementale, qui peut aller coller des affiches le soir, écrire des discours. Et donc, c'est deux visions de la politique qui s'affrontent, une vision un petit peu rigide, administrative, et une vision comme nous le présentons, plus incarnée. Et c'est d'ailleurs le cas de la politique en France. 3 partis aujourd'hui sont concernés, parce que cette vision de la politique, c'est la vision française. Un livre paru mi-septembre, La machine à gagner de Tristan Berthelot, affirme que de fausses preuves ont été produites donc a posteriori pour justifier l'embauche de Jordan Bardella comme assistant parlementaire quelques mois, document qui aurait été donc antidaté.
Vous êtes inquiet par ces révélations ? Mais Jordan Bardella ne fait pas partie des personnes qui sont convoquées dans ce procès. Donc, il n'est pas convoqué et il va fabriquer de fausses preuves. Enfin, je crois que là, on atteint le maximum du délire. Je pense qu'il faut arrêter de créer comme ça un faisceau de faux indices autour de nous. Oui, d'accord. Et alors, il n'est pas convoqué. Donc, ce qui veut bien dire que la justice pense qu'il n'y a pas de problème. Si c'est faux, il doit porter plainte pour diffamation ? Je sais pas, ça le regarde. Pas tous en même temps. Bien, je ne vais pas attendre vos questions. Je vais vous dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aborde ce procès avec beaucoup de sérénité. Nous avons énormément d'arguments à développer pour défendre ce qui m'apparaît être la liberté parlementaire qui est en cause dans cette affaire. Et je ne suis pas mécontente que nous ayons le temps pour les développer, puisque 2 mois sont prévus pour ce procès et pour démontrer que nous n'avons violé aucune règle politique et aucune règle réglementaire, en quelque sorte, du Parlement européen. Au sortir de ces élections, malgré les magouilles, nous sortons quand même le plus gros groupe d'opposition à Emmanuel Macron. Voilà, on est 143 avec nos alliés de l'UDR. Nous voulons simplement que les aspirations des Français soient respectées. Et au soir du second tour, malgré ces magouilles-là, les Français veulent toujours moins d'immigration, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat. Mais nous précisément, serons intransigeants. Mais nous serons la vigie, je veux le dire aujourd'hui, du peuple français à l'Assemblée nationale. On va l'écouter point par point, mais globalement, l'attitude qui consiste à dire nous pourrions censurer le gouvernement Barnier, j'y crois pas, je ne vous crois pas. C'est pas un jeu, la censure. Donc on ne censure pas a priori comme peuvent le faire l'extrême gauche qui veut bordéliser toujours nos institutions. Voilà, c'est très sérieux. Nous allons voir. D'abord, on va donner entre guillemets la chance au produit. On va bien voir ce que va faire le gouvernement Barnier. Quand on écoute Bruno Retailleau, on a bien compris qu'au niveau migratoire, ils avaient compris ce qu'attendaient les Français. Je suis moins certaine quand on entend le garde des Sceaux qu'il y ait un tournant sécuritaire. Néanmoins, voilà, encore une fois, on ne peut pas a priori censurer. Voyons ce que ça va donner. Ça fait 1 mois qu'on dit le RN tient le gouvernement entre ses mains. Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que désormais, avec une carte comme Bruno Retailleau, qui, vous le dites bien, finalement prône, ou en tout cas a les mêmes objectifs que vous, c'est vous qui êtes coincé, vous ne pourrez plus le censurer. Vous avez raison, quand on écoute Bruno Retailleau, je l'ai écouté comme vous chez votre collègue Darius Rochebin, on a l'impression que c'est un porte-parole du Rassemblement national. On les connaît, les LR, et M. Retailleau vient de cette famille politique. Il parle souvent comme nous en campagne électorale, et puis au moment de gouverner, il gouverne comme des macronistes. Souvenez-vous, il était rentré plus d'immigrés légaux avec Nicolas Sarkozy que Lionel Jospin juste avant. Bon, il n'empêche que c'était toujours la moitié moins de ce qui rentre aujourd'hui légalement, puisque c'était 250 000 sous Nicolas Sarkozy, et que nous sommes à 500 000 immigrés légaux par an. Est-ce que Bruno Retailleau va avoir cette volonté politique? On a l'impression qu'il l'a, et je vais vous dire, tant mieux. Force est de constater, tout le monde le dit, c'est pas une nouveauté, qu'il n'y a pas de majorité absolue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et que donc il va falloir de la part de ce nouveau gouvernement et de ce nouveau Premier ministre, être capable de construire des majorités de circonstances autour de textes importants. Nous, nos urgences, elles sont connues, nos priorités, elles sont connues. C'est le pouvoir d'achat d'abord, la sécurité et l'immigration. Pour l'instant, il n'y a pas de motif à la censure a priori. On verra bien ce qu'il en sera après le discours. Vous avez 50 ans que l'immigration bouleverse la société française et qu'on n'a jamais poser la question aux Français de savoir s'ils voulaient continuer, réduire. On leur a jamais posé la question. À partir du moment où, aux dernières élections législatives, il y a plus de 11 millions de Français qui ont voté pour des candidats du Rassemblement national et soutenus par Marine Le Pen et Jordan Bardella, de fait, oui, il faut prendre en considération aussi ce qu'ils veulent, et notamment une volonté de changement drastique en matière de politique sécuritaire et de politique d'immigration. Maintenant, si vous voulez, nous, on ne donne pas un chèque en blanc au gouvernement. Marine Le Pen a été étonnamment bienveillante. Elle a notamment salué le sens de la courtoisie du Premier ministre. C'est une véritable lune de miel entre les deux? Non, je ne dirais pas ça. Je vous rappelle que nous sommes dans l'opposition, une opposition intelligente et vigilante. Non, c'est pas du tout une lune de miel, mais c'est vrai que ça nous change. Ça nous change de Gabriel Attal, ça nous change de l'ensemble des premiers ministres d'Emmanuel Macron, qui n'avaient finalement que la diatribe à la bouche quand il parlait des oppositions, qui refusaient parfois même de travailler avec nous intégrer dans des réflexions
pour améliorer le sort des Français, le nouveau Premier ministre semble plus ouvert au dialogue et plus respectueux des oppositions. Enfin, vous me direz, c'est la moindre des choses. On est quand même le premier groupe à l'Assemblée nationale. Alors, s'il ne nous respecte pas, il ne pourra rien faire. Donc, je ne sais pas si c'est de bon cœur ou parce que il sent qu'il n'a pas le choix, mais en tout cas, effectivement, il est de meilleure composition que ses prédécesseurs. Beaucoup de groupes veulent la proportionnelle des groupes. Il y a le MoDem. Comme le MoDem, par exemple, à gauche aussi. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a 11 millions de Français qui sont exprimés notamment pour le Rassemblement national, mais que la représentation à l'Assemblée nationale n'est pas proportionnelle à cela. Ça veut dire qu'elle ne ressemble pas finalement au spectre politique des Français. Il est temps que les deux se rassemblent. En réalité, c'est d'ailleurs ce qu'on a ressenti pendant le discours de Michel Barnier hier, c'est que c'était un discours de politique beaucoup trop général. Il n'y a eu absolument aucune annonce de mesures concrètes, on n'a pas eu d'agenda et de calendrier parlementaire précis. Alors ça va venir, je le sais, on le sait tous, il y a la question du budget qui va très rapidement arriver sur la table et on va avoir des précisions. Et d'ailleurs, c'est attendu avec beaucoup d'impatience parce que c'est là-dedans qu'on aura les arbitrages du gouvernement et qu'on saura exactement où est-ce qu'il veut aller. Quand on reporte de 6 mois l'augmentation des pensions de retraite, c'est une bonne chose ou pas? Non, à partir du moment où d'ores et déjà aujourd'hui vous avez plus de 2 millions de personnes âgées de plus de 60 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est pas possible. J'ai du respect pour le Premier ministre. Il pose un discours plus apaisé et il fait un diagnostic assez sévère sur la situation qu'il trouve, on le comprend. Pour autant, je n'ai pas trouvé ce soir dans les mesures qu'il a annoncées le ressort d'enrayer ce déclin qu'il évoquait tout à l'heure. Et c'est pas faire preuve de pessimisme, mais moi j'ai été inquiet notamment des mesures qu'il a annoncées. Ce sont des mesures qui répondent à une situation grave, mais la hausse des impôts, la désindexation des retraites, la baisse de l'allègement des charges pour les entreprises, ce sont des options, mais ce sont des fautes économiques. Oui, il faut dire que la décennie Macron est le drame budgétaire le plus grand depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces gens-là qu'on nous présentait comme les Mozart de la finance ont fait autant de dettes en 7 ans, 1000 milliards de dettes, que la dette de la France entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 2000. Vous imaginez bien qu'on est dans un chaos budgétaire sans précédent, que les gens qui sont au-dessus de ce plateau, certains ont quand même contribué à entretenir depuis une quarantaine d'années. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Là, il faut effectivement trouver des solutions. Il faut que les Français comprennent bien, c'est un budget un peu comme le budget de leur ménage. Il y a les recettes et les dépenses. Il y a 25% d'écart entre ce qui rentre dans les caisses de l'État et ce qui sort. Le Proche-Orient qui s'embrase après l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, jeudi dernier, et les bombardements lancés par Israël sur le Liban. L'Iran a réagi en envoyant près de 200 missiles balistiques sur Israël hier vers 19h heure française. Comment arrêter l'escalade? La France peut-elle faire entendre sa voix? Bien sûr que la France peut faire entendre sa voix. D'abord, en réaffirmant, et je sais que le ministre des Affaires étrangères est allé au Liban hier, il a eu raison, en soutenant le Liban agressé, cannibalisé, abîmé par le Hezbollah chaque jour davantage. Et puis évidemment, en condamnant les attaques de l'Iran faites contre Israël, c'est-à-dire en fait en soutenant Israël, en continuant à soutenir Israël, qui se défend non seulement contre des terroristes, mais aussi contre des voisins qui veulent les exterminer. Et donc je crois que la voix de la France, c'est de montrer un soutien inébranlable face à Israël. Pas, je ne dis jamais un soutien inconditionnel, parce que je pense que le seul pays qui mérite un soutien inconditionnel, c'est notre propre pays, c'est la France, donc, mais un soutien inébranlable face à Israël qui lutte contre le terrorisme et qui lutte contre l'islamisme. La France est à la fois amie d'Israël, amie du Liban. Oui, nous avons un rôle à jouer. Si on dit simplement à Netanyahou arrêtez les bombardements, c'est inentendable pour lui. Il faut un plan politique. Il faut un plan politique d'abord pour aider le Liban aussi, pour l'aider à se reconstruire demain, pour l'aider à mettre en place un régime démocratique, l'épauler, l'accompagner dans ce processus à venir. C'est essentiel. La France a un mot à dire, un rôle à jouer, c'est une évidence. À la une ce matin, il n'y aura pas de temps de recueillement dédié aux victimes du 7 octobre lundi dans les écoles. Il n'y aura pas de minute de silence pour les 43 Français tués, faisant de cet attentat le plus meurtrier pour notre pays depuis Nice en 2016. Il n'y aura pas un mot sur les 2 otages français encore détenus par le Hamas. Un moment annoncé par la ministre de l'Éducation nationale Anne Genthe. Son cabinet a très vite rectifié l'information. La ministre s'est trompée dans les drames. Elle a confondu l'hommage rendu à Samuel Paty et Dominique Bernard la semaine suivante. En revanche, instruction a été donnée au recteur de remonter tous les actes antisémites et les appels à la haine
Un mot d'ordre, la vigilance lundi prochain. Beaucoup ont ri de la maladresse de la nouvelle ministre, comparant cette erreur de com aux bourdes de l'éphémère pensionnaire de la rue de Grenelle, Amélie Oudéa Castéra. Rire pour ne pas pleurer, car le sujet est bien plus profond, bien plus grave qu'une mauvaise lecture de fiches lors d'un entretien télé ou radio. La question, aussi vertigineuse soit-elle, est pourquoi il n'y aura pas d'hommage lundi prochain? La réponse est peut-être Houellebecquienne. Elle tient en un mot, soumission.